Et si l'IA décidait déjà pour vous? C'est la question que pose Emmanuel Morand dans son dernier livre. Une question assez directe, on peut dire. Oui, bonjour. C'est une question qui interpelle, forcément. Bienvenue pour cette analyse. On va s'appuyer sur nos sources, et notamment un entretien avec l'auteur. Il est conférencier, stratège en IA. Tout à fait. Et ce livre a une histoire un peu particulière. Il a été prépublié auprès de 500 personnes. Des profils très variés, des chefs d'entreprise, des médecins, des profs. Ah oui, pour avoir leur retour en amont. C'est ça. Et apparemment, le retour quasi unanime, c'était « ce livre ouvre les yeux ». Ça donne une idée de l'impact. D'accord, ça pose bien le contexte. Donc notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça, comment l'IA influence nos choix tous les jours. Souvent sans qu'on s'en rende compte, c'est ça le truc. Exactement. Et surtout, voir s'il y a des moyens de reprendre un peu la main sur nos décisions. C'est tout l'enjeu de Soulève Moirand. Son idée principale, c'est que l'influence de l'IA, c'est pas de la science-fiction genre les robots qui débarquent, non. C'est plus subtil que ça. Beaucoup plus. Ça se joue maintenant, au quotidien, dans des choses toutes bêtes. Comme quoi, par exemple, concrètement, on la voit où cette influence? Pensez à toutes les suggestions qu'on voit partout. La vidéo qui s'enchaîne toute seule pour les enfants sur une plateforme. Ah oui. Le produit recommandé pour vous sur Amazon ou autre. L'itinéraire que le GPS nous propose. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire? Mais il y a des algos qui filtrent les CV avant même qu'un humain les lise, ou qui décident quelle offre de crédit on va vous proposer à la banque, soi-disant personnalisée. Mais alors, est-ce que l'IA décide vraiment pour nous ou est-ce que c'est juste une suggestion très très poussée? Il est où le point de bascule selon lui? C'est une excellente question. Le vrai danger pour Morand, c'est l'IA invisible. Celle qui agit sans qu'on sache. Exactement. Quand l'algorithme fait son travail, sans qu'on ait clairement conscience qu'il est là, qu'il intervient, c'est cette opacité qui grignote notre libre arbitre, petit à petit. C'est pour ça qu'il présente son livre un peu comme une boussole, en fait. Une boussole pour naviguer là-dedans. Intéressant. Il parle aussi de pièges mentaux. Ça m'intrigue. Que nos propres biais soient exploités par les systèmes. Oui, et les réseaux sociaux sont un exemple parfait pour ça. On imagine bien. Si vous voyez une info répétée plein de fois, même fausse, On finit par y croire. oui, on a tendance à la croire plus facilement. Et les algorithmes peuvent amplifier massivement certains contenus et en cacher d'autres. Ça façonne notre vision du monde, quoi. Et puis il y a le côté récompense immédiate, non? Les notifs, les likes. C'est ça, le biais de gratification immédiate. Ces systèmes sont calibrés pour nous donner des petits shoots de dopamine. Ça crée une sorte d'addiction. On revient, on clique, on consomme. Voilà. Pas toujours par choix réfléchi, mais parce que notre cerveau était un peu conditionné à chercher ces petites récompenses. Donc si je suis bien, on passe d'un mode où on choisit activement à un mode où on réagit de plus en plus. On répond à des stimuli programmés. C'est qu'un peu l'idée du conditionnement algorithmique qu'il décrit. La nuance est fine, mais elle est énorme. On a l'impression de choisir, mais souvent on suit des chemins tracés par des algos. Et leurs buts ne sont pas forcément les nôtres. Bon, le tableau peut paraître un peu sombre dit comme ça. Quelle est sa position? Est-ce qu'il dit arrêtons tout, danger, l'IA c'est le mal? Non, pas du tout. C'est important de le préciser. Il n'est pas anti-techno. L'IA a des côtés géniaux, on y reviendra. Son but, c'est la prise de conscience, rendre aux gens leur autonomie. Il parle de manuel de résistance douce. C'est ça. L'idée, c'est pas de faire peur, mais de donner des outils, d'équiper les gens. Résistance douce. J'aime bien la formule. Mais est-ce que c'est réaliste? Face à ces géants, ces algorithmes hyper puissants, comment on résiste concrètement en tant qu'individu? Alors, c'est là qu'il propose un outil pratique, la grille CARE. CARE. Oui, CARE, comme un aide-mémoire, un réflexe à avoir quand on sent qu'une décision pourrait être influencée par une IA. D'accord. Alors, décortiquons. Le C, c'est pour... C'est comme conscience, c'est la base. Simplement réaliser, tiens, est-ce qu'il y a un algorithme qui joue un rôle ici, dans cette info, cette suggestion, ce choix qu'on me propose? Simple à dire, mais pas toujours évident à voir, justement parce que c'est souvent invisible, comme vous disiez. Tout à fait. D'où l'importance de cultiver cette petite alerte interne. Une fois qu'on a cette conscience, même sous forme de doute, on passe au A. A pour... Un algo qui propose un crédit, est-ce qu'il ne défavorise pas certains quartiers, certains profils? Logique. Donc, conscience, analyse et le R. R pour responsabilité. Là, ça nous implique directement. C'est se demander, est-ce que c'est moi qui choisis activement, là, maintenant, ou est-ce que je suis en train de laisser la machine décider pour moi, par facilité ou sans m'en rendre compte? Ah oui, là, ça touche à quelque chose de très personnel. L'équilibre entre la facilité que l'IA nous offre et l'effort de garder son propre jugement. C'est exactement ça. Où est-ce qu'on met le curseur?
La grille sert à se poser la question. Et enfin, le E. Éthique, j'imagine. E comme éthique, une fois qu'on a analysé, qu'on a pris conscience de sa part de responsabilité, c'est est-ce que cette décision ou cette option suggérée par l'IA est juste pour moi, pour les autres? Est-ce qu'elle colle avec mes valeurs profondes? CAR. Conscience, analyse, responsabilité, éthique. C'est un bon moyen mnémotechnique, effectivement. Et ça s'applique concrètement d'après les retours, ce n'est pas juste de la théorie. Apparemment, oui. Moirand donne des exemples, des entrepreneurs qui s'en servent avant de prendre une décision basée sur une analyse prédictive, des profs qui l'utilisent avec leurs élèves pour décrypter les infos en ligne. Et même en famille. Oui, même pour gérer le temps d'écran des enfants, discuter de ce que les algos leur proposent comme vidéo, par exemple. L'exemple de la mère de famille avec YouTube Kids, il est assez marquant dans les sources. Oui, elle raconte qu'elle a réalisé que ce n'était plus vraiment elle, ni même ses enfants, qui choisissaient les vidéos. C'était l'algo. Et juste cette prise de conscience, ça l'a amenée à reprendre la main, à être beaucoup plus active dans l'éducation numérique, choisir les contenus, limiter le temps passif devant l'écran. Il y a aussi le cas du chirurgien. Ah oui, un chirurgien qui, après avoir lu le livre, a commencé à se méfier des suggestions de certains logiciels d'aide à la prescription. Il ne les rejette pas, mais il a ajouté une étape de vérification systématique. Il refuse de faire confiance aveuglément à la machine pour une décision aussi importante. Et celui des RH sur les biais, c'est fort aussi. Carrément. Une responsable RH qui découvre que leur outil de tri de CV, basé sur l'IA, eh bien, il reproduisait et même amplifiait des discriminations qui existaient déjà dans les anciennes données. Ça a provoqué une grosse remise en question de leur processus de recrutement. Ce qui est intéressant, c'est que cette approche CAR, elle se veut accessible à tout le monde. Ce n'est pas un truc pour les geeks de l'IA. Non, c'est clair. Marand insiste là-dessus. Le livre est écrit comme une enquête avec des histoires, des anecdotes. Il y a une 50aine de mots-clés de l'IA qui sont expliqués simplement. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse comprendre et agir un peu, pas juste subir. Et cette action individuelle, elle a aussi des implications plus larges, j'imagine. Ce n'est pas juste nos choix perso, ça touche la société. Ah bah oui, complètement. L'influence des algorithmes, ça joue sur l'opinion publique, sur la polarisation des débats, comment l'info circule, ou la désinfo. On pense à Cambridge Analytica, ce genre de choses. Exactement. Ou simplement la façon dont les fake news peuvent devenir virales hyper vite. Parce que les algos sont faits pour maximiser l'engagement, pas forcément la vérité. L'impact sur la démocratie, il est direct. Ce qui nous ramène à la question un peu vertigineuse qu'il pose, qui contrôle l'IA? Et derrière ça, qui contrôle ceux qui la programment? Avec quels intérêts, quelles valeurs? C'est le gros nœud du problème de la gouvernance de l'IA. Les choix faits quand on conçoit un algorithme, les données qu'on utilise, les objectifs qu'on lui donne, tout ça a des conséquences énormes. Mais souvent, c'est opaque. On manque de contrôle démocratique là-dessus. Mais attention, il ne faut pas voir que le côté sombre. Mia Rain et les sources en général insistent aussi sur les aspects positifs de l'IA. Faut pas tout jeter. Ah non, surtout pas. L'équilibre est crucial. Et les bénéfices sont réels, hein. En agriculture, par exemple. Avis? L'IA aide à optimiser l'arrosage, utiliser moins de pesticides, mieux gérer l'eau, protéger les sols. C'est énorme pour l'environnement. Et en médecine, on entend parler de choses assez incroyables? Oui, des IA qui aident à détecter des cancers plus tôt avec une précision folle parfois, qui assistent les chirurgiens, qui accélèrent la recherche des médicaments. L'IA sauve des vies, clairement. Donc l'enjeu, c'est pas le rejet, c'est l'apprivoisement. Comme on a dû le faire avec le feu ou l'électricité. C'est l'analogie que l'utilise, oui. Des forces puissantes, potentiellement dangereuses, qu'il a fallu apprendre à maîtriser. Mais qu'est-ce qui rend l'IA si différente, si spécifique, que cet apprivoisement soit si urgent? Plus que le feu, par exemple. La grosse différence, et il insiste beaucoup là-dessus, c'est que l'IA agit directement sur notre esprit. Ah, Sur notre façon de penser, nos émotions, notre vision du monde, nos décisions. Le feu, ça brûle le corps. Une mauvaise IA, ça peut influencer notre pensée. Et souvent, sans qu'on s'en rende compte. Et à une échelle de masse. d'où l'importance vitale de la lucidité, de la conscience critique. C'est ça. Ça devient presque une compétence de survie intellectuelle dans le monde actuel. Et cette urgence, on la sent dans ses propos. Il y a cette phrase qui marque. En 2025, soit vous subissez l'IA sans le savoir, soit vous la maîtrisez. C'est un peu binaire, non? Presque alarmiste. C'est une façon forte de dire qu'on est à un tournant, je pense. L'IA s'intègre partout à une vitesse folle. L'idée, c'est que si on ne développe pas maintenant ces réflexes de conscience, d'analyse, on risque de se retrouver très vite dépassé. Complètement passif, guidé par des systèmes qu'on ne comprend plus. Et sur lesquels on n'a plus de prise. Voilà,
Donc la fenêtre pour choisir la voie de la maîtrise consciente, elle serait assez courte. D'où son appel à un mouvement de l'IA consciente. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est une invitation, en fait, à passer du statut de simple utilisateur, souvent passif, à celui d'acteur éclairé, que chacun, à son niveau, citoyen, parent, pro, étudiant, se saisisse de ces questions, qu'on s'informe, qu'on utilise des outils comme cette grille CARE, qu'on participe au débat. Ne pas attendre que ça vienne seulement d'en haut, des régulateurs ou des entreprises. C'est ça, construire une vigilance collective par le bas. Refuser d'être juste la cible ou le produit des algorithmes. Interagir avec eux, mais en connaissance de cause. Exactement. C'est une démarche d'émancipation en quelque sorte face à une technologie qui change tout, nos sociétés comme nos vies intérieures. L'espoir, c'est de créer une sorte de communauté où on partage nos expériences, nos astuces pour naviguer dans ce monde algorithmique. Ambitieux, mais on voit bien la nécessité. Si on devait résumer les points clés de cette analyse. Je dirais deux choses principalement. D'abord, prendre acte que l'influence de l'IA, même invisible, est bien réelle, profonde, et qu'elle façonne nos choix au quotidien plus qu'on ne le pense. D'accord. Et le deuxième point? C'est le message d'espoir. La prise de conscience est possible. Et c'est même la clé pour regagner du pouvoir d'agir. Des outils simples comme CARE peuvent nous y aider. En fait, la conscience critique, c'est notre meilleur atout pour rester libre dans ce nouveau paysage. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et pour terminer, une petite piste de réflexion pour chacun. En pensant à cette grille CARE, est-ce qu'il y a une décision récente, une habitude, un achat, suggéré, une série binge-watchée, une info partagée un peu vite, qui aurait pu être guidée par un algorithme? Bonne question à se poser. Si on y repense avec le filtre conscience, analyse, responsabilité, éthique, quelle était la vraie part de choix délibéré là-dedans? Juste un petit exercice pour commencer à aiguiser cette vigilance dont on a tant parlé.